Bonjour, chers invités. Bom dia, caros convidados. Je vous souhaite la bienvenue à cette première édition du cycle de conférences Access to Africa sous le thème pétrole, gaz et énergie verte. Tout d'abord, permettez-moi d'adresser au nom de la Chambre de commerce et d'industrie du Portugal au Sénégal tous nos remerciements à son Excellence l'ambassadeur du Portugal au Sénégal, Monsieur Victor Sereno, au président du Bureau opérationnel de suivi du plan Sénégal émergent, Maître Ousseynou Kane, au président de l'Agence pour l'investissement et le commerce extérieur du Portugal, AICEP, Monsieur Luís Castro Henriques, au président de la Chambre de commerce et d'industrie portugaise au Sénégal et fondateur du concept Access to Africa, Monsieur Gonzalo Terenas. Aux honorables panélistes, Monsieur Joseph Médou, DG de Petrosen EP, Monsieur Pedro Mathias, président du groupe ISQ, et à Monsieur Madinguay, DG de la Banque agricole, qui va certainement nous rejoindre. Donc, mesdames et messieurs, je déclare ouverte cette conférence. Je vous remercie. Donc, j'invite à vouloir prendre la parole le président de la Chambre de commerce et d'industrie portugaise du Sénégal, M. Gonzalo Terenas. Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Au nom de la Chambre du commerce Portugal, Sénégal et Industrie, je voudrais d'abord commencer par présenter nos remerciements. Son Excellence l'ambassadeur du Portugal, Vítor Sereno, Monsieur le Président de l'AICEP Portugal, pour qui ne connaît pas l'homologue de l'APIX, Monsieur Luís Castro Henriques, Président du groupe ISQ, Dr. Pedro Matias, Directeur général, je parle en portugais, Directeur général de Petrosen EP, Monsieur Joseph Médou, Directeur général de la Banque Atlantique, Monsieur Malik Ndiaye, le directeur général du BOSS PSE, Maître Ousseynou Kane, qui vient spécialement pour clôturer cette conférence, et remercier aussi la présence de l'APIX à cette cérémonie. À nos partenaires stratégiques aussi, c'est important de le dire merci, en particulier à Orabank, Salvador Caetano, Technosolaire, Septafrique, notre host Hôtel Terrubi, Further Africa et à la plateforme Or Noir Afrique qui nous accompagne depuis le début de ce projet. Mesdames et messieurs, merci pour votre présence. Je voudrais d'abord adresser un mot spécial à l'AICEP, à son président, M. Luís Castro Henriques, qui a fait ce déplacement spécialement pour cette conférence. Et pour nous, c'est un grand honneur de le recevoir ici pour cette initiative. Dit cela, je voudrais dire des brefs mots pour présenter la Chambre de commerce et industrie Portugal-Sénégal et Afrique de l'Ouest. La Chambre du commerce, c'est une structure de droit sénégalais basée à Dakar et, entre autres, représente la voie des relations bilatérales entre le Portugal et le Sénégal. Nous travaillons au quotidien pour accompagner les entreprises membres dans leur croissance en nous positionnant comme un partenaire privilégié qui favorise la connexion entre les deux économies et les deux marchés. La Chambre du commerce se présente comme un instrument stratégique au service des intérêts du Portugal et du Sénégal dans la région, mais aussi dans les relations avec l'Europe essentiellement.
En tant que président de cette institution, je fais journalière, sans aucun doute de la mot que j'utilise, du lobbying. Du lobbying au service des intérêts des relations bilatérales. Et au lobbying nécessaire pour promouvoir les compétences et le savoir-faire des entrepreneurs portugais au Sénégal et les entrepreneurs sénégalais au Portugal. Pardon. La relation permanente de collaboration et de proximité que la Chambre maintient avec la mission diplomatique au Sénégal, elle est déterminante. La diplomatie économique portugaise au Sénégal, c'est un bras armé de notre travail quotidien. Elle contribue d'une manière décisive pour renforcer les relations que nous développons sur le terrain. Alors, un petit mot sur le parcours de la Chambre du commerce au Sénégal. Entre autres, on co-organise le Salon de la construction et des infrastructures au Sénégal depuis 5 ans. On co-organise le Salon des emballages. On co-organise le Salon alimentaire. On est le fondateur de Forum d'affaires Portugal-Sénégal qui se tient au Porto et que c'est la plus grande manifestation économique du Sénégal au Portugal depuis 5 ans. Plusieurs initiatives culturelles. D'ailleurs, la participation par la première fois dans l'histoire des deux pays à la Biennale d'art de Dakar. Quelques projets de RSE. Aujourd'hui, pour qui est dans la réalité au Sénégal, le mot RSE est de plus en plus un mot important et les grands groupes, les grandes sociétés ont inscrit dans leur stratégie RSE. La forte coopération avec des institutions sénégalaises. Notre Chambre a eu toujours la préoccupation non seulement de travailler avec les acteurs et les membres, mais aussi avec les institutions locaux. Je peux nommer parmi autres l'ADPME, l'APIX, la CNDT, l'Association de maires du Sénégal, quelques fédérations sportives avec qui on collabore et naturellement avec la coopération internationale. Une information vraiment récente et que je pense que c'est la première fois qu'on va l'annoncer, c'est que la Chambre de commerce Portugal-Sénégal, avec ses homologues méditerranéens, sont en train de créer la Union des chambres de commerce européennes en Afrique de l'Ouest, naturellement basée à Dakar. Tout cela entre des autres initiatives. En tant que président de la Chambre du commerce Portugal-Sénégal, je réitère mon ferme engagement ainsi que celui de toute notre direction et notre équipe à sauvegarder les intérêts de nos membres et les relations économiques et sociales entre le Portugal et le Sénégal. Maintenant, quelques mots sur la fondation du concept Conference Access to Africa. Aujourd'hui, Access to Africa se lance comme une plateforme internationale qu'on intitule Conférence Access to Africa, parce que l'ADN, c'est l'accès à l'Afrique, mais l'action sont les conférences. C'est un projet unique dans les relations bilatérales entre les deux pays. Cette première édition est la première d'un cycle de plusieurs, un cycle de conférences thématiques qui périodiquement se déroulant au Sénégal et qui compte sur le soutien, encore une fois, de notre mission diplomatique, garant de l'affirmation et de la dimension d'un concept qui vise positionner stratégiquement l'excellence et l'expérience, l'entrepreneuriat et le savoir-faire portugais dans plusieurs domaines. La conférence Access to Africa regroupe à chaque édition les leaders, les influenceurs, les entrepreneurs et des experts dans les différents milieux de la société économique avec un objectif très précis, établir un pont permanent entre le Sénégal et le monde, naturellement et particulièrement entre le Portugal et le continent européen. Aligné sur les axes pragmatiques de la région, particulièrement focalisé sur le PSE, le plan Sénégal émergent, notre objectif en tant que cycle de conférences visera essentiellement les secteurs en tant que l'énergie, aujourd'hui c'est le premier pas, les infrastructures, la industrialisation, l'agriculture, le numérique, en disant TIC, la finance, le tourisme, la formation, la défense et sécurité,
l'entrepreneuriat féminin et la formation. Je conclus que la pertinence de cette initiative est devenue un bon moment. Je dirais même plus, je peux l'affirmer aujourd'hui, c'est que la conférence Access to Africa a tellement attiré l'attention des acteurs locaux et à l'international, et je vous rappelle que cette conférence est transmise en live streaming et diffusée au monde. Mais aujourd'hui, je peux vous annoncer déjà la deuxième édition de la conférence Access to Africa, prévue pour fin de septembre, début d'octobre, ce n'est pas encore ficelé, sur le thème « L'économie de la défense », un partenariat avec le ministère de la Défense portugais et la tutelle sénégalaise et plusieurs acteurs sur l'économie de la défense, sans oublier le volet maritime. Dans un pays comme le Sénégal, avec une côte de plus de 800 km, on ne peut pas parler de défense sans parler du secteur maritime. Sans prolonger trop mon intervention, je termine par la mise en évidence du groupe ISQ, Portugal. Mais c'est un groupe mondial. On a la chance qu'il est né, créé et que son ADN soit portugais. Vous aurez l'opportunité de vérifier l'expérience, l'expertise et la dimension d'un groupe de référence au monde dans les domaines de l'innovation, de l'ingénierie, de la technologie et plusieurs secteurs que ISQ, qui est ici présent, va bien sûr vous présenter. Je termine et je réaffirme la disponibilité de la Chambre du commerce pour les échanges éventuels lors des B2B cet après-midi par enregistrement. Donc il faut s'adresser, s'il vous plaît, pendant le coffee break à l'accueil. On a un agenda presque fini pour les rencontres avec ISQ en termes de B2B, mais je suis sûr et certain qu'après cette présentation, il y aura des acteurs qui ne voudront pas perdre l'opportunité de s'asseoir avec ISQ pour parler de l'avenir. Aujourd'hui, c'est la première fois qu'ISQ vient officiellement au marché. On espère que ça soit la première de plusieurs. Donc, ne manquerez pas, au cas où d'avoir l'intérêt, de s'enregistrer au niveau de l'accueil. Finalement, un mot spécial à mon équipe et à tous les acteurs qui ont collaboré pour cette initiative, qu'en temps Covid, on a été obligé de respecter les normes et les consignes sanitaires parce qu'on a refusé pas mal d'enregistrements, mais this is the time of Covid, il faut vivre avec. À tous qui ont fait son déplacement, à les panélistes, son Excellence, à ICEP, encore une fois, merci beaucoup. C'était un plaisir et j'espère vous revoir bientôt en quelque part dans le secteur de la Access to Africa. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Chères autorités sénégalaises, chers collègues, chers présidents de l'ICEP, chers présidents de la Chambre de commerce Portugal-Sénégal, entité organisatrice de cette conférence, chère présidente d'ISQ, chers orateurs et participants distingués, chères délégations portugaises qui ont fait le voyage depuis le Portugal pour se joindre à nous aujourd'hui, chers participants qui nous suivent en ligne, chers hommes et femmes d'affaires portugais et sénégalais, mesdames et messieurs. Mes propos d'aujourd'hui ont pour but de tracer le contexte politique et diplomatique dans lequel se déroule cet événement important. Dans le cadre du programme local de la présidence portugaise du Conseil de l'Union européenne, je souhaite, en quelques mots, planter des décors pour les acteurs du secteur du pétrole, du gaz et des énergies renouvelables qui participeront à cette conférence Access to Africa, hommes d'affaires, institutionnels, société civile. J'essayerai de décrire brièvement ma vision sur les défis du secteur énergétique qui touche l'Afrique de l'Ouest, ainsi que de partager avec vous quelques pistes de réflexion. Cette conférence, avec tous ces contacts, discussions et débats en personne et à distance grâce aux moyens de communication dont nous disposons aujourd'hui, y compris la nouvelle application Unio, donnera lieu
à un autre outil indispensable pour unir l'Europe et l'Afrique. J'en suis absolument certain. Lorsque j'ai eu l'honneur de recevoir le prix d'ambassadeur économique de l'année, j'ai décidé d'utiliser une partie de ce prix pour promouvoir l'organisation de cet événement. Pour quelle raison? En bref, parce que cela symbolise précisément l'un des principaux objectifs d'une ambassade, et certainement de l'ambassade du Portugal ici à Dakar. Construire des ponts reliant le Portugal et le Sénégal, dans ce cas à la disposition des acteurs des secteurs du pétrole, du gaz et des énergies renouvelables. Donner Access to Africa à tous ceux qui, au Portugal, s'intéressent à ce sujet. Mesdames et messieurs, chers invités dans cette salle et ceux qui nous suivent en ligne, la question qui nous réunit ici aujourd'hui est complexe. Au niveau politique, la pression démographique et une urbanisation galopante complexifient la problématique de développement où l'équilibre entre énergie traditionnelle et les énergies vertes est délicat. En dépit de sa très faible contribution historique au réchauffement climatique, le continent africain est aujourd'hui au cœur des enjeux climatiques mondiaux. Selon les statistiques de l'Agence internationale de l'énergie, la totalité du continent n'a émis que 3,6% des émissions globales de dioxyde de carbone, soit 1195 millions de tonnes de CO2. Si l'on soustrait les émissions d'Afrique du Sud, dont le mix énergétique est très carboné, ce chiffre tombe à 2,3%. Avec son 1,3 milliard d'habitants d'aujourd'hui, devenant 2,5 milliards en 2050, selon les projections des Nations Unies, ainsi que son taux d'urbanisation très élevé et son développement économique prévisible, les besoins énergétiques du continent vont fortement s'accroître dans les prochaines décennies. Cela aura une influence importante sur les marchés d'énergie. Le dernier rapport de l'AIE concluait ainsi, guillemets, la manière dont l'Afrique subsaharienne parviendra à satisfaire les besoins énergétiques de sa population est cruciale pour l'avenir économique et énergétique du continent et du monde. Mesdames et messieurs, chers amis, si l'Afrique subsaharienne suivait le même modèle de développement économique que les autres pays au monde, axé sur la croissance d'un secteur industriel hautement consommateur d'énergie fossile, cela serait l'avenir climatique de sa planète. Si l'Afrique produisait dans 30 ans les mêmes niveaux de CO2 par habitant que l'Inde ou la Chine aujourd'hui, elle pourrait émettre à elle seule entre 4 et 17 gigatonnes de CO2 en 2050, soit les émissions additionnées de la Chine, des États-Unis et de l'Europe aujourd'hui. Il est donc temps d'agir. Il est donc essentiel que le développement de l'Afrique subsaharienne se fasse de façon pérenne et qu'il intègre de manière croissante les enjeux d'adaptation au réchauffement climatique. La résilience des économies africaines passera par un renforcement des politiques durables, alors même que se déploient les solutions vertes décentralisées et que baisse le coût de l'énergie verte vers des niveaux compétitifs avec ceux des énergies fossiles. Nombre d'États continuent à déployer de nouvelles centrales thermiques au pétrole, mais aussi au charbon. À cela, on peut donner plusieurs explications, à mon avis.
l'activisme de certains partenaires stratégiques des pays d'Afrique pour et de leur expertise pour la construction de centrales traditionnelles et surtout la rapidité de mise en place de ces dernières afin de répondre à une demande croissante, elle aussi rapidement. Plusieurs éléments sont néanmoins intéressants. La réaction de rejet grandissante des populations face à l'ensemble des pollutions, la découverte d'importants gisements gaziers à chaque point cardinal de l'Afrique, laquelle va de pair avec l'annonce de nouveaux projets de centrales à gaz. Cet équilibre, l'équilibre entre les préoccupations environnementales et les besoins énergétiques, ce n'est pas facile à attendre. Pour y parvenir, les décideurs politiques doivent avoir le courage de prendre les bonnes décisions en toute connaissance de cause pour les prochaines générations. L'équilibre est un courage. Ce forum, par sa manière innovante de coupler des acteurs traditionnels des secteurs de l'énergie avec ceux de la qualité et de la certification, fait partie de la solution. Cette conférence fournira, j'en suis sûr, des indices concrets et des partenariats tangibles qui contribueront à définir cet équilibre délicat mais vital. À cette fin, je souligne la qualité des intervenants d'aujourd'hui. Une importante délégation a fait le déplacement depuis le Portugal pour être ici présente. Je tiens également à souligner l'excellence des orateurs sénégalais qui sont présents aujourd'hui. Je tiens bien sûr à renforcer et à remercier encore une fois le président de l'AICEP, Luís Castro Henriques, pour sa présence. La valeur ajoutée de sa participation est décisive pour le succès de cet événement. La participation de l'ISQ, par l'intermédiaire de son président, mon cher ami Pedro Matias, est également une valeur ajoutée exceptionnelle pour les intervenants ici présents. À une époque où les voyages intercontinentaux de ce type sont devenus plus rares, votre présence est encore plus exceptionnelle et pertinente. Mesdames et messieurs, chers amis, les amis en ligne, je disais que cette conférence est une partie de la solution à cet équilibre que je vous ai présenté entre les besoins énergétiques et la durabilité, entre le pétrole et le gaz et les énergies vertes. Comme nous le savons bien, il ne s'agira pas d'une solution facile à concevoir. Mais le Portugal est un partenaire fiable, un bon partenaire d'investissement qui dispose d'institutions compétentes et appropriées pour que, avec le Sénégal, nous puissions apprendre les uns des autres et avancer ensemble. Tout au long du programme local de l'actuelle présidence portugaise du Conseil de l'Union européenne, l'ambassade du Portugal à Dakar a entrepris des actions dans ce domaine. Les Dakar Green Talk, où nous avons appris par exemple comment les entreprises mènent leurs opérations minières au Sénégal en respectant les critères environnementaux les plus exigeants. Le Dakar Blue Talk nous a permis de mettre en avant le lien entre la sécurité et l'économie maritime, cette dernière étant étroitement liée aux énergies renouvelables. C'est aujourd'hui la journée mondiale des océans et je vous invite à visiter l'intéressante exposition d'art numérique sur ce sujet à la sortie de cette salle. Le Dakar Unio Talk, qui s'est tenu hier, a permis d'intégrer la transition numérique dans son contexte de multiples domaines d'applicabilité, par exemple au service des compagnies pétrolières et gazières. Ou encore le Dakar Water Talk, qui se tiendra plus tard,
je crois le 23 juin, 23-24, et portera sur une manière globale d'approfondir les questions de gestion de l'eau si pertinentes dans cette géographie. Mesdames et messieurs, en conclusion, et en tant que votre ambassadeur, en tant qu'ambassadeur du Portugal ici à Dakar, voici ma vision du cadre politique qui nous entoure aujourd'hui. Voilà les outils pratiques que nous avons mis à la disposition des intervenants ici présents. À partir d'aujourd'hui, nous avons également le cycle de conférences Access to Africa. Le Portugal et le Sénégal peuvent, et à mon avis, doivent avancer ensemble. La dynamique de la présidence portugaise du Conseil de l'Union européenne visant à faciliter la transition vers une économie compétitive et neutre en carbone. Bon dia, Excellence. Bonjour, Monsieur le Président, les directeurs généraux, les directeurs, chers participants en présentiel et en ligne. Je tiens à remercier mon ami Gonzalo d'avoir invité Petrosen à ce forum pour un peu parler du cadre du secteur des hydrocarbures au Sénégal. Donc, bon, je n'ai pas le qui, mais suivant, s'il vous plaît. Ah, super, merci. Donc, juste un rappel, l'exploration pétrolière et gazière a démarré au Sénégal en 1952 et jusqu'en 2019, nous avons eu à effectuer pas mal de campagnes sismiques et forer environ 177 puits. Donc, la majorité des puits sont localisés dans la région de Dakar-Thiès. Pourquoi? C'est parce que c'est là où nous avons effectué en 19... Oh, excusez. C'est là où on a effectué en 1961 de petites découvertes de gaz et de pétrole, surtout au niveau de Diamniadio. Donc ensuite, nous avons foré beaucoup de puits en offshore au large de Casamance, où nous avons découvert du pétrole en 1977, mais c'était du pétrole lourd. C'était tellement visqueux qu'il était difficile de le produire. Dieu merci, en 2014, nous avons effectué des découvertes majeures parce que les découvertes de Kadiaga et découvertes de Diamniadio, c'était de petites découvertes. Mais là, nous avons effectué 4 découvertes de pétrole au large de Differ, Sangomar, et 3 découvertes de gaz. Son Excellence parlait de la transition des énergies renouvelables, mais l'État a entrepris de mouvoir vers les énergies vertes via une transition. Et Dieu merci, nous avons beaucoup plus de gaz que de pétrole. Donc, ce qui nous permet de passer rapidement, d'utiliser le gaz comme combustible. Et l'idée, au niveau du PSE et de la lettre de politique du ministère, c'est d'utiliser 55% du combustible pour produire l'électricité, le gaz, et le reste en énergie renouvelable. Et nous avons fait beaucoup d'efforts en termes d'énergie solaire et d'énergie éolienne. Mon cher Paolo qui est là, il œuvre et nous le remercions sincèrement. Donc, alors, lorsque nous avons effectué les découvertes, il a fallu mettre en place un nouveau cadre juridique. Donc, pour rappel, les découvertes sont survenues avec le code pétrolier, la réglementation de 1998. Donc en 2013, nous avons adhéré à l'ITIE, le Sénégal a adhéré à l'ITIE. En 2014, nous avons effectué les découvertes de Sangomar, en l'occurrence FAN et SNI. 2015, GTA, que nous partageons avec les Mauritaniens. Et 2017, nous avons découvert beaucoup de gaz au large de Kayar, avec les gisements Yakar et Teranga. Bon, en Wolof, on dit qu'on vit d'espoir pour qu'on puisse avoir la Teranga plus tard. Donc voilà pourquoi nous avons défini une stratégie gaz to power que j'expliquerai plus tard pour ces 2 gisements combinés. Donc 2019, l'État a décidé de modifier le code de 1998 et les décrets ont été promulgués en 2020
Étant donné que nous avons eu beaucoup de gaz, donc l'État a dit, je vais mettre en place un code gazier pour prendre en charge tout ce qui est midstream et downstream. Donc, en plus de cela, pour permettre aux populations de pouvoir bénéficier et aux investisseurs de pouvoir venir, sénégalais bien sûr, de pouvoir bénéficier des retombées de ces activités, l'État a mis en place une loi sur le contenu local dont les décrets sont sortis récemment au mois de février. Donc, juste ce slide résume un peu le cadre juridique en fait de la recherche et production pétrolière au Sénégal. Nous avons le nouveau code pétrolier de 2019 avec son décret d'application, la loi sur le gaz naturel qui prend les volets midstream et downstream, aval, la loi sur le contenu local plus les décrets d'application, nous y reviendrons, c'est très important surtout pour nos amis investisseurs portugais. Ça leur permettrait de savoir comment interagir avec et investir dans le secteur des hydrocarbures au Sénégal. Alors, nous avons une loi qui est en cours de finalisation, la loi sur la répartition des revenus. Et l'idée derrière, c'est d'utiliser une partie des revenus pour le développement économique du Sénégal, d'en garder pour les générations futures. Et il y a une troisième option pour essayer de, lorsque les cours du baril ou les prix vont fluctuer, que l'État puisse avoir une marge de manœuvre pour maintenir toujours, pouvoir honorer son budget, ses dépenses budgétaires. Donc le code pétrolier, il a été changé parce que nous avons fait des découvertes, et puis il y a eu pas mal de choses à améliorer dans l'ancien code. Donc voilà pourquoi nous avons décidé de changer le code en 2019. L'idée, c'est que nous avons le potentiel pétrolier et gazier. Donc, et avec la Constitution qui stipulait que maintenant les hydrocarbures et les ressources pétrolières et gazières appartiennent au peuple, il fallait un peu adapter ce code aux stipulations de la Constitution. Et aussi, il fallait intégrer les meilleures pratiques qui sont en cours d'usage actuellement, surtout en ce qui concerne la prise en charge du volet environnemental et de la transparence aussi. Donc, ce qui a abouti au nouveau code dont l'objectif global est de sécuriser en fait les intérêts économiques du pays, financiers, pour le peuple sénégalais bien sûr, mais aussi en maintenant l'attractivité de manière à pouvoir toujours continuer à attirer les investisseurs, aussi bien dans l'exploration-production que aussi en termes de servicing, parce que nous avons besoin des sociétés étrangères. J'invite les Portugais à venir, bien sûr, à venir investir et nous aider à développer en fait ce potentiel, parce que c'est bien de trouver, mais il faut l'expertise, il faut les ressources financières pour développer ces projets. Et je reviendrai tout à l'heure sur ces projets. Donc, toujours pour respecter le volet environnemental, nous avons introduit une réglementation des opérations. C'est important parce que ça permet de sauvegarder l'environnement, de prendre un certain nombre de mesures. Donc nous avons édité 8 volumes qui sont annexés au code et qui prennent en charge tout ce qui est pollution, comment on réglemente les écoulements, les débris en mer, la réglementation sur tout ce qui est les acquisitions géophysiques. Donc c'est tout un tas d'arsenal qui nous permettent en fait de prendre en compte le volet environnemental en plus du code de l'environnement qui est en cours d'être modifié pour s'adapter aux nouvelles découvertes d'hydrocarbures. Donc nous avons introduit aussi le code gazier qui a été promulgué en février 2020, dont l'objectif c'est en fait encadrer la valorisation des ressources. Je vais revenir un peu plus tard sur la valorisation des ressources parce que c'est un point qui nous tient à cœur, qui nous tient vraiment à cœur. L'idée, c'est de ne pas produire des hydrocarbures pour tout exporter, mais de valoriser ça localement. Ça permet en fait d'avoir un peu plus d'argent que de vendre le produit brut. Donc soutenir en fait les investissements et créer un environnement favorable pour l'entrée des investissements privés et aussi étrangers au niveau de ce secteur. Bon, je vous laisse dire le reste. Alors, je vais un peu m'appesantir sur le contenu local, qui est important pour nos amis portugais qui veulent investir au Sénégal. Donc, cette loi a été mise en place en 2019, au mois de février.
Et les décrets ont été promulgués récemment en février 2020. On aime bien le mois de février, je ne sais pas pourquoi. Bon. Donc l'idée, c'est de définir en fait qu'est-ce qui la part de participation des Sénégalais et des étrangers au niveau de ce secteur, en termes de services, mais aussi en termes d'emploi. Et l'objectif, c'est de maximiser les revenus que peut tirer le Sénégal de tout ce qui est coût d'investissement, CAPEX, mais aussi les OPEX, qui sont généralement les salaires, les frais de maintenance des installations en cours de production. Donc, comme je disais, on a le code qui définit la répartition des parts entre l'État, Petrosen et les compagnies. Mais on s'est dit que c'est peu. Donc, on a dit, on va mettre en place une loi pour favoriser les sociétés sénégalaises pour qu'ils puissent capter l'argent des investissements. Parce que c'est une manne qui est colossale. Actuellement, par exemple, sur un de nos projets, GTA phase 1, on est à quasiment, je donne le terme en dollars, 5,3 milliards de dollars en CAPEX. Donc l'idée derrière, c'est que les Sénégalais puissent au moins capter 30 à 40% de ce montant, au lieu que tout soit au niveau des sociétés étrangères. C'est pareil pour les OPEX, en fait. L'idée pour les OPEX, c'est que les Sénégalais soient employés sur des projets de manière à capter le maximum de salaire. Donc, bon, on va laisser quelque chose aux étrangers, bien sûr, mais l'idée, c'est un peu être nationaliste. Donc, avec la loi, il y a un certain nombre de décrets qui ont été promulgués. Donc, un décret qui met en place un comité de suivi de tout ce qui est contenu local. Et ce comité va suivre les appels d'offres que les compagnies ou les sociétés de services gagneront au niveau de ces projets. Et ils recevront des rapports. Ils mettront en place une plateforme de mise en relation, c'est-à-dire les compagnies pétrolières seront obligées pour tout appel d'offres de mettre les appels d'offres au niveau de la plateforme, de manière à ce que les sociétés étrangères ou sénégalaises qui veulent participer s'inscrivent et aient accès aux termes de référence pour pouvoir faire leur application et participer à l'appel d'offres de manière transparente. Donc c'est ce comité-là qui aura en charge ce volet suivi, mise en relation à travers une plateforme de gestion. Un second décret qui est aussi important, qui fixe en fait les modalités de participation des sociétés étrangères sur les activités. Et de ce fait, ce décret classe les activités en 3 régimes. Le régime exclusif qui est uniquement dédié aux Sénégalais, on y revient tout à l'heure. Il y a un régime mixte où il y aurait des joint ventures entre les sociétés sénégalaises et les sociétés étrangères. Et il y a un régime non exclusif où tout le monde peut participer aux appels d'offres. Mais c'est généralement des domaines qui sont très pointus. Et, par exemple, fabriquer un FPSO, un navire de production, bon, ça, on ne peut pas le faire pour le moment au Sénégal. Donc, c'est un peu difficile. Mais s'occuper de la restauration, ça, un Sénégalais peut faire, surtout s'il prépare du bon tchéboudian. Donc, il y a un 3e décret aussi qui est aussi fondamental, c'est que c'est un décret qui met en place un fonds d'appui aux sociétés sénégalaises pour les aider à être dans les normes et standards. Et le décret, il est alimenté par les sociétés qui participent aux appels d'offres, mais aussi par les opérateurs qui lancent ces appels d'offres-là. Donc, si vous voulez participer, il faut s'attendre à mettre un certain pourcentage si vous gagnez un marché au niveau de ce fonds, de manière à aider les sociétés sénégalaises à pouvoir en fait avoir travaillé sur l'industrie avec des normes un peu qui respectent en fait les standards de l'industrie. Donc, la classification, j'en ai parlé, les régimes exclusifs, c'est les entreprises de droit sénégalais, c'est-à-dire droit sénégalais, c'est les entreprises sénégalaises avec une participation quasi 100% de Sénégalais, mais il y a une ouverture. Donc, au niveau du régime exclusif, il y a des sociétés étrangères qui peuvent participer, mais à condition que leur participation soit inférieure à
soit de l'ordre de 49%. Okay? Et qu'au niveau du personnel, s'ils décident de rentrer avec la société sénégalaise, il faut que le personnel au minimum sénégalais soit de 51%, dont 80% de Sénégalais au niveau du top management. Okay? Donc, nous verrons un peu quels sont les domaines qui sont réservés au régime exclusif. Nous avons le régime mixte pour des activités qui sont plus ou moins pointues et où, en fait, il est permis aux entreprises sénégalaises et étrangères d'entrer en joint venture, pilotées bien sûr par les sociétés étrangères, mais où les entreprises locales devraient avoir au moins 5% du capital. Donc, et en fait, l'idée derrière, c'est que l'objectif, c'est qu'avec ces joint ventures, le régime mixte, après 5 ans ou 10 ans, devrait passer en régime exclusif, parce que la société sénégalaise devrait pouvoir elle-même gérer en fait les activités et que la société étrangère puisse maintenant avoir un petit pourcentage de l'ordre de 49%. Donc le régime non exclusif est ouvert à tout le monde. Donc ça, c'est des domaines un peu plus pointus. Et le slide suivant, il est un peu plus petit, mais au centre, ça ne sort pas bien. On a tout ce qui est du domaine exclusif aux sociétés sénégalaises. C'est par exemple la location des bureaux, tout ce qui est informatique, la sécurité, l'hébergement, les assurances, entre parenthèses même, les bases logistiques. Actuellement, par exemple, pour le projet Sangomar, la base logistique est composée en fait de sociétés sénégalaises d'un consortium. Donc ça, c'est exclusivement. Tout ce qui est BTP, mais BTP, fabrication de structures légères, les nettoyages de la gestion de parcs. Tout ce qui est autour, par exemple, les approvisionnements en acier. On ne produit pas d'acier au Sénégal, on comprend. Donc, est laissé en fait au régime mixte, vice-versa. Donc, je vous laisse un peu regarder, mais je n'ai pas inséré. J'ai pas inséré en fait les services qui relèvent du domaine non exclusif. Bon, je vous laisse imaginer que c'est des services que tout le monde comprend. La formation, c'est le slide là. La formation, excusez. La formation, pour la formation, en fait, l'État a créé en décembre 2017 l'Institut national du pétrole et du gaz, qui est normalement, dont la vocation est de prendre en charge les besoins en formation du Sénégal, sur tout ce qui porte sur le pétrole et le gaz, les masters, la formation des techniciens, la formation des opérateurs, en fait, du Sénégal et de la sous-région, bien sûr. Actuellement, ils sont à leur deuxième promotion de master et ils ont lancé des formations un peu plus ciblées en renforcement de capacité de tout le secteur des hydrocarbures, secteur de l'énergie de manière globale. Et aussi, ils appuient les administrations en leur donnant des cours de formation un peu plus spécifiques selon les besoins, fiscalité, par exemple, modélisation économique. Donc c'est ça en fait le volet l'INPG en fait dont la vocation aussi est de travailler avec les autres centres de formation pour les aider à pouvoir donner des certifications qui seront reconnues en fait dans l'industrie pétrolière. Donc ça c'est un de leurs boulots. Donc on a parlé de la réglementation, mais qu'est-ce que nous avons réellement? Bon, je sais que certains d'entre vous savent ce qu'on a, mais son Excellence probablement ne sait pas ce que nous avons. Si vous me permettez, Excellence. Ok, merci. Donc, nous avons effectué des découvertes au niveau de Sangomar. En 2014, nous avons découvert FAN 1 et SNI 1. Donc, c'était vraiment une chance en 3 mois d'avoir fait deux découvertes successives. En 2017, nous avons foré un des puits. Nous avons effectué la découverte Fan South. La même année, nous avons effectué une petite découverte SNI Nord, mais c'est SNI que nous avons renommé Sangomar
qui est en phase de développement depuis l'année dernière. Et actuellement, les ressources que nous avons au niveau de ce gisement tournent autour de 634 millions de barils que nous pouvons récupérer. Et nous avons aussi du gaz de l'ordre de 2 TCF, c'est-à-dire 56 milliards de mètres cubes. Les participations, vous avez Woodside qui est opérateur majoritaire, Petrosen 18%, et Phare 14%, disons. En superficie, si on pose la découverte au niveau de Dakar, ça couvre en partie, ça vous donne une idée de ce que la superficie de la découverte par rapport à la région de Dakar. Donc on sortirait de Dakar en nageant sur du pétrole probablement. Donc le concept, comment nous allons développer ce gisement, le FPSO, le navire de production, de stockage et de traitement du pétrole, est en train d'être construit en Chine. Donc, et j'aimerais bien que ça soit construit au Sénégal par Dakarnave, qui est maintenant, je pense, il y a des actionnaires portugais. Il faudrait voir, je pense que au niveau du contenu local, ce serait bien que, en fait, Dakarnave prenne de l'ampleur et qu'il puisse s'occuper de tout ce qui est maintenance au niveau de nous aurons beaucoup de navires qui feront des va-et-vient. Donc ça, c'est une piste de réflexion. Donc nous avons les FPSO construits en Chine et que le président a décidé de nommer Léopold Sédar Senghor lorsqu'il sera terminé. Nous aurons une vingtaine de puits qui seront reliés par des canalisations et qui amèneront le pétrole au niveau du FPSO. Nous injecterons de l'eau via aussi des puits pour aider à la production. Donc ça permet de produire beaucoup plus. Et donc la production est prévue à partir du troisième trimestre de 2023. Donc avec une production maximale de 100 000 barils par jour. À terme, nous ferons 55 puits, mais ça, ce serait vers 2026 pour continuer la production pendant au moins 20 à 25 ans. Donc le gisement de Tortue, Yakar et Teranga. Donc Tortue, nous le partageons avec les Mauritaniens. Nous y avons découvert quasiment 566 milliards de mètres cubes de gaz. Pour le moment, les deux États ont décidé de faire le partage 50-50, mais ce partage est révisé à partir de la date de production 2023. Chaque 5 ans, on procède à la révision. Et si on voit que les ressources ont varié, on ajuste en même temps et l'autre rembourse. C'est ça, en fait, pour le moment, ce qui a été décidé. Teranga, nous avons 142, Yakar, presque 425. Juste pour dire que nous avons beaucoup de gaz. Donc, je vous dirai tout à l'heure ce qu'on compte faire avec tout ce gaz-là et ce que les investisseurs sénégalais et étrangers peuvent faire pour nous aider à valoriser tout ce gaz-là. Donc, pour le GTA, nous avons démarré les travaux de développement. Nous avons démarré en 2019 et l'idée, c'est de produire du GNL à partir de 2023, 5,3 millions de tonnes par an, plus du gaz naturel qui est destiné au marché local. Les 35 MMCF, à peu près 1 million de mètres cubes, serviront à alimenter une centrale qui sera construite à Saint-Louis pour produire de l'électricité. Construction Saint-Louis, reliée avec le réseau électrique de l'OMVS pour alimenter Saint-Louis, bien sûr, les régions de Matam, mais aussi Dakar. À Dakar, il y a tout le monde. Donc, mon cher Paulo, son solaire n'arrive pas à nous satisfaire. Donc, un peu le concept, le gisement est à 120 km des côtes, à des profondeurs de 2700. C'est l'un des gisements de gaz les plus profonds qu'on ait développé dans le monde. Donc, on va produire le gaz à partir d'une dizaine de puits. On ramène le gaz au niveau d'un FPSO qui est à près 40 km des côtes, à des profondeurs d'eau de 200 mètres. Le FPSO actuellement est construit aussi en Chine, malheureusement. Donc, et il va ramener, une fois le gaz traité, il sera ramené au niveau du terminal. C'est un genre de port que nous allons construire à 10 km de Saint-Louis. Et pour construire le port en mer, les roches, nous les prenons de la Mauritanie, bon, parce que c'est un vaste pays, non, ils ont trop de roches, trop de sable.
Et les caissons qui seront posés en dessus des roches sont construits au niveau du port de Dakar par Eiffage. Si vous allez au niveau du port, vous verrez de gros blocs qui font 16 tonnes. Et en fait, c'est un gros volet du contenu local au Sénégal, parce que le ciment est acheté à Sococim et Ciment du Sahel. Le fer, une partie du fer est pris ici, le sable aussi. Donc c'est quasiment, et ils emploient actuellement au niveau du site de Eiffage quasiment 1800 employés, dont 90% de Sénégalais. Donc ça veut dire qu'au niveau des capex de ce hub, on a quasiment une bonne partie en salaire et aussi en intrants pour construire ces hubs. Et il y a une centaine de compagnies sénégalaises, je dis bien, qui travaillent sur ce projet-là. Donc en termes de logistique, sécurité, etc. Le FLNG, très peu de contenu, il est fabriqué par Golar en Indonésie, donc il y a très peu. Donc il sera chargé de liquéfier le gaz naturel. On prend le gaz, on le refroidit à moins 60, ça devient liquide. Ça nous permet en fait de l'exporter via des méthaniers qui viendront accoster au niveau du port pour exporter à l'extérieur. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Les perspectives, en fait. Alors, l'État a décidé de valoriser le gaz, surtout le gaz naturel. Je vais parler un peu de pétrole avant de terminer par le gaz naturel. La production de pétrole, une partie sera utilisée pour les besoins domestiques. Donc, ça veut dire qu'on va envoyer un maximum de 30 000 barils par jour au niveau de la raffinerie, la SAR, pour qu'elle puisse raffiner ce pétrole. Donc la SAR a entrepris depuis l'année dernière des travaux de mise à niveau pour pouvoir en fait augmenter ses capacités, mais aussi pouvoir raffiner le brut de Sangomar, qui est un peu plus, difficile à traiter que le brut nigérien qu'ils importent actuellement. Mais bon, c'est juste une légère différence. J'espère qu'après, on va pouvoir avoir un prix du carburant qui baisse. Bon, mais ça, ce n'est pas à moi de décider. Mais ce qui est important surtout, c'est cette stratégie gaz to power que l'État a mis en place l'année dernière. Donc l'idée, c'est que le gaz soit utilisé pour produire l'électricité à hauteur de, soit le combustible à hauteur de 55%. Bon, plus les 30% en éolien, et le reste, on laisse ça à l'hydro, et peut-être au gasoil ou au fuel, au cas où nous aurons des problèmes avec nos gisements, ou si le solaire a des problèmes. Donc la priorité, c'est générer l'électrique, mais aussi, on peut faire avec du gaz beaucoup de choses. L'idée derrière, on est en train de travailler sur un plan directeur qui nous permettra de cibler les niches où investir pour valoriser ce gaz-là. Mais déjà, on est assez avancé sur un projet pour transformer le gaz en engrais, parce que vous savez que notre agriculture a besoin d'être développée. Mais en compagnie de ça, de l'engrais, l'idée derrière, c'est aussi faire du PVC pour pouvoir faire des tubes d'irrigation, des canalisations. Donc, ça permettrait de booster l'agriculture et d'arriver à l'autosuffisance rapidement. On travaille aussi sur tout ce qui est le gaz pour les véhicules. Donc, mais ça va être difficile pour remplacer les cars rapides. Donc, mais j'espère qu'on va y arriver. Donc voilà un peu résumé la stratégie de valorisation. Donc avec en priorité l'électricité, l'engrais, les PVC pour l'agriculture et aussi d'autres substances qui pourraient nous faire polluer moins en utilisant le gaz pour les véhicules par exemple. Merci beaucoup. Obrigado. Excellence. Merci tout le monde. Bonjour, chère Votre Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, Monsieur le Président de l'AICEP, Monsieur Gonçalo, le Président de Chambre de Commerce. Merci pour l'invitation. Cher panéliste, Monsieur Joseph, tout le monde, cher, bonjour tout le monde ici, les Sénégalais d'origine et les Sénégalais d'amour. Bonjour tout le monde. Merci pour m'avoir ici aujourd'hui. Donc, je représente l'ISK et je veux parler un petit peu, après la présentation de M. Joseph, du potentiel énorme
du secteur pétrole et gaz ici au Sénégal. On est ici aussi pour un peu présenter ce que l'ISK peut faire avec les entreprises sénégalaises et qu'est-ce qu'on fait dans ce domaine. J'ai bien noté ce programme, méga programme, un programme géant vraiment pour des dizaines, pour les générations prochaines. Donc la qualité, la sûreté, la sécurité de ces grandes entreprises, c'est super important, mais aussi l'environnement, donc pour laisser quelque chose de qualité pour les prochaines générations. Et c'est dans ce cadre que l'ISK va actuer. Donc l'ISK, c'est la plus grande plateforme technologique au Portugal et on est ici pour parler un peu des services qu'on fournit dans plusieurs secteurs. Donc on fournit des services d'inspection, d'ingénierat, conseil technique, des essais, de formation, des ressources humaines, des gestions d'actifs et on intervient sur toutes les phases des projets. Donc dans le pétrogaz, ça signifie qu'on intervient dans la phase de développement du projet, dans la phase de l'exécution, mais aussi dans la phase de l'opération, mais même dans les phases de démantèlement des projets, que ce n'est pas le cas maintenant pour le pétrogaz, mais pour des autres secteurs. Donc, comme j'ai dit au début, tous nos services sont à propos de la qualité. Donc c'est la sécurité, la qualité, la sûreté, la fiabilité, l'adéquation des locaux. Donc on essaye notre service, la proposition de valeur, si vous voulez, c'est pour réduire le coût de maintenance, et les pertes de production. Donc nous accompagnons nos clients dans le respect des obligations légales, certification et contrôle et tests. Donc on a ici, voilà, une petite présentation juste pour vous donner une idée sur le size de l'ISK. On a 1600 employés, on est dans 14 pays. C'est une entreprise, c'est un institut de plus que de 50 ans, donc vraiment avec un historique et un legacy de plusieurs dizaines d'années. On a des laboratoires certifiés au Portugal et je pense que j'ai un petit photo qui va vous donner une idée sur notre headquarter, mais on est dans plusieurs locales au Portugal. Et je pense que, oui, voilà, et on est dans tous les continents, en fait. On est portugais, mais on a aussi des entreprises ISK 100% en Espagne, à Angola, au Brésil. On a des projets au Moyen-Orient, des projets en Afrique, au Mozambique. C'est la première fois ici au Sénégal, donc j'espère bien vous connaître. On a une série, on a commencé hier avec plusieurs réunions pour nous connaître, pour présenter l'ISK et pour connaître tous les acteurs dans le secteur. Donc, même M. Joseph, j'ai bien aimé votre présentation parce qu'il y avait plusieurs détails, donc merci bien. Ça, c'est juste pour vous donner une idée sur le size, sur le size, c'est quoi la taille, voilà, la taille. Donc, vous voyez, c'était juste un test pour voir si vous êtes en train de faire attention. Donc, ça, c'est l'ISK au Portugal. En termes pour les services, donc je vais parler sur l'ingénierat, l'inspection, les laboratoires, mais aussi la formation et la certification. Donc en fait, dans le domaine d'ingénierat, on a des spécialistes qui couvrent les domaines de la qualité, la sécurité, l'environnement, l'efficacité énergétique, l'intégrité structurelle, la thermodynamique, des matériaux, des technologies d'assemblage, des procédés chimiques et de l'assistance juridique. Les équipes multidisciplinaires de l'ISK, vous êtes dans toutes les phases de développement du projet, comme j'ai bien dit. Donc l'ingénierat, on a des ingénieurs dans tous les domaines qui peuvent vous suivre dans la phase, j'ai bien compris, dans le pétrogaz, c'est quand même très récent par rapport au Moyen-Orient ou bien par rapport à Angola. Donc on a l'expérience de ces autres projets qu'on peut amener ici pour travailler avec les acteurs sénégalais, les acteurs locaux. En matière d'inspection, on effectue des inspections techniques pour tout type de projet, évaluant et assurant la conformité de la qualité et contribuant activement à la sécurité des personnes, des installations, mais aussi des équipements.
Donc, les activités d'inspection technique couvrent toutes les étapes du cycle de vie des actifs, depuis la phase des projets de construction, les inspections légales, le suivi d'exploitation et les démantèlements. Donc, les ingénieurs d'ISK et les techniciens d'ISK assurent la couverture de différentes disciplines englobant les structures béton, métalliques, les matériaux, les protections anti-corrosion, l'électricité, l'instrumentation, la sécurité, la surveillance environnementale, mais aussi le HVAC. Donc vraiment, on couvre tous les areas de l'inspection. Ces inspections réglementaires et vérifications réglementaires, on les fait en utilisant notre infrastructure de laboratoire soutenue par ce réseau. Au Portugal, on a 16 laboratoires, mais aussi on a des laboratoires en Angola, au Brésil, en Espagne. Certains, on a aussi des laboratoires mobiles, donc on est aussi capable de se déplacer au projet et faire les tests sur le terrain, sur le site. Nous réalisons des essais mécaniques, métallographiques, de corrosion. On fait la caractérisation chimique et structurelle des matériaux métalliques et non métalliques et le diagnostic du béton. Donc, basé sur le résultat des tests et analyses réalisées dans les laboratoires de l'ISK, nous aidons nos clients à répondre aux exigences des normes de qualité, de sécurité de leurs produits et services. Ces laboratoires sont certifiés. L'ISK est connu et reconnu comme un organisme notifié et accrédité de contrôle dans le cadre des directives européennes. On est aussi accrédité pour les services de formation. On en a parlé hier avec Petrosen. On a demain des réunions avec l'INPG. On a très bien compris, et je pense que tous les acteurs sénégalais parlent de la formation parce que c'est un secteur relativement nouveau. Il y a le décret de loi du contenu local, et le contenu local, ça se fait, ça se forme. C'est pour ça que la formation s'est exclue, parce qu'effectivement, il faut former pour avoir un contenu local. Et là, on fait la formation et la formation des formateurs certifiés selon des modèles aussi de gestion de qualité de l'environnement, des normes européennes. Actuellement, l'offre de formation qu'on a comprend la qualification, la certification, la formation des formateurs, la formation continue et les cours de 3e cycle. Ici, dans la formation, c'est très important de faire la différence et de ne pas juste avoir le focus sur l'académique. Il y a aussi la formation professionnelle qui est extrêmement importante. Et notre expérience dans tous les projets dans des autres terrains nous aide à aider nos clients pour se préparer. On sait exactement, si on voit la pyramide des techniciens, on n'a pas besoin de gestionnaires et des ingénieurs, on a besoin des techniciens, donc on sait exactement qu'est-ce qu'on va avoir besoin, quel est le type de formation, quel est le type qu'on va avoir besoin dans chaque phase du projet. Et là, on veut bien travailler avec vous aussi. Donc, on conçoit aussi tout le centre, et on est en train de construire tous les centres professionnels de A à Z, dès le projet, les aménagements, la construction, la mise en œuvre de la formation, le modèle de gestion, la formation des formateurs, le contenu, la certification. On fait tout ça dans plusieurs secteurs et effectivement dans le secteur pétrogaz. Donc, avec l'inspection, l'ingénierat et la formation, certification et qualification, on a vraiment une offre intégrée, un ensemble de services intégrés soutenus par des équipes multidisciplinaires qui couvrent un large éventuel de domaines allant de l'analyse, de la vérification des projets, au service d'audit, l'évaluation technique, ainsi que les services liés à tous les aspects de sécurité industrielle et de licence industrielle. Donc, vraiment, j'aimerais bien juste connecter avec le point que M. Joseph a mentionné, la formation, la qualité
ces projets de loi qui veulent créer un legacy pour le pays, pour les prochaines générations. Il a la qualité, la sûreté, la sécurité de ces projets extrêmement importantes et la formation pour créer un contenu local est aussi extrêmement importante. Et là, on aimerait bien, déjà on a plusieurs réunions avec les acteurs ici présents, mais si on n'a pas de réunion encore, feel free to reach out. On est ici toute la semaine. Et on fait tout ça, pas juste dans le pétrogaz. Donc, on le fait dans les secteurs de la santé, la pharma, l'infrastructure. On le fait même dans l'aérospatial. On a des ingénieurs dans les lanceurs de satellites à French Guiana. On a des ingénieurs dans le CERN. On a des ingénieurs qui monitorisent et inspectent des bridges, des ponts. Donc, on a vraiment... On a plusieurs secteurs, mais aujourd'hui, on va parler juste sur le pétrogaz et l'énergie renouvelable. Et pour ça, on a préparé 2 présentations. Ça, c'est un peu théorique, si vous voulez, ce qu'on fait dans l'UISK. Ce qu'on a apporté aujourd'hui, j'ai mon collègue avec moi, Bruno, qui va présenter plusieurs use cases en anglais ou bien en mix d'anglais et français. Et on a aussi un client, quelqu'un avec qui on travaille à Angola. Il est le directeur général et l'expert de Supply Chain Management, qui va aussi parler de l'expérience que Angola LNG a avec l'UISK. Donc, ce sont des use cases spécifiques dans le oil and gas qu'on veut bien partager avec vous. Ça, rapidement, parce qu'on est un peu... Gonçalo m'a dit qu'on n'a pas plusieurs temps. Donc, merci. Et si vous avez des questions, feel free to reach out. Donc, merci. Alors, le link, il est vite fait entre le business et le climat. La Banque agricole est la 2e entité du Sénégal accréditée au Fonds vert climat. Le Fonds vert climat, c'est le mécanisme financier donc, de la Convention cadre des Nations Unies, qui est chargé d'accompagner un peu les pays dans toutes les politiques, le financement en tout cas de la transition climatique. C'est le financement de projets d'adaptation et de projets d'atténuation au changement climatique. Alors, comment accéder au financement du Fonds vert? C'est via des entités accréditées. Au niveau du Sénégal actuellement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a 2 entités accréditées. La première entité, c'est le centre de suivi écologique pour accompagner des projets sous forme de financement liés à des mécanismes de subvention. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le fonds utilise 4 types de mécanismes. Il y a des financements par subvention. On peut accéder au fonds via des prêts concessionnels. On peut aussi accéder au fonds à partir de garanties. Et le 4e mécanisme, c'est en fait l'equity, un peu, voilà, le capital, rentrer en capital, etc. Alors, la Banque agricole, comme étant une institution financière, est accréditée par le mécanisme donc, de crédit. Ça veut dire quoi? C'est qu'aujourd'hui, nous ouvrons beaucoup au secteur privé pour en tout cas voir quel est aujourd'hui, en termes d'investissement, comment inciter le secteur privé à s'orienter vers le financement de projets qui impactent en tout cas le climat à travers des projets d'adaptation qui vont s'orienter vers la résilience des communautés, vers la résilience des facteurs de production, vers la résilience de l'économie de manière générale, mais aussi des projets liés à l'atténuation, notamment les énergies renouvelables, en tout cas tout type d'activité ou projet qui contribuent à baisser en tout cas les émissions de CO2. Nous sommes accrédités depuis le 20 août 2020, ce qui veut dire donc que nous avons engagé depuis cette période une communication en rapport avec aussi bien le secteur public que le secteur privé, et nous avons lancé récemment dans le cadre d'un programme de soutien du Fonds vert qu'ils appellent Readiness,
Le readiness, c'est un programme de soutien, en tout cas, que le Fonds vert confie au pays pour justement les aider à accompagner les potentiels promoteurs de projets, les potentiels porteurs d'investissement, à justement accéder aux mécanismes du fonds tout en renforçant leur capacité à mieux connaître, disons, tous ces mécanismes-là et instruments donc, du fonds. Nous avons lancé récemment, la Banque agricole, en rapport avec le ministère de l'Environnement, des appels à proposition de projets publics et projets privés que nous avons clôturés il y a quelques semaines. C'est pour vous dire donc aujourd'hui, moi le lien que je fais, c'est que le secteur privé national a aujourd'hui les capacités, en plus des entités aussi accréditées via l'accès international, comme beaucoup d'institutions internationales, beaucoup d'ONG. Le secteur privé national aujourd'hui a la possibilité de se rapprocher donc de la Banque agricole et pouvoir accéder à des crédits concessionnels via le Fonds vert. Ce qu'il faut souligner, c'est surtout le caractère concessionnalité donc, de ces financements. Parce qu'avec le Fonds vert, c'est de la ressource que le Sénégal capte à des taux pratiquement nuls et qui rétrocède via des entités accréditées à des institutions, à des porteurs de projets, voilà, à des potentiels investisseurs dans beaucoup de domaines. Donc le fonds a 8 domaines d'investissement, aussi bien sur l'adaptation que l'atténuation au changement climatique. Bon, le temps ne nous permet pas de rentrer beaucoup dans les détails, mais nous nous rendons disponibles. Je partagerai avec Madame Seck une présentation succincte aussi bien de la Banque agricole. Bon, on est une banque spécialisée évidemment dans le financement des chaînes de valeurs agricoles, mais comme toute banque commerciale, nous sommes aussi sur tout le portefeuille lié au crédit salarié, aux particuliers. Voilà, le lien aujourd'hui avec le gaz et le pétrole. Bon, moi je suis forestier agroéconomiste. J'ai coordonné pendant beaucoup d'années des projets dans des zones côtières et marins, donc en rapport avec tout ce qui est écosystème mangrove. Donc je comprends parfaitement la problématique liée aujourd'hui à l'exploitation donc des hydrocarbures avec justement la gestion de ces écosystèmes. C'est pour vous dire donc qu'on a un link fort qu'on peut faire aujourd'hui en développant des projets aussi bien sur l'atténuation que l'adaptation, tout en réduisant, tout en travaillant à réduire fortement les impacts liés à l'exploitation de ces ressources-là, donc sur l'environnement. Le présentateur qui a fini de présenter tout de suite son projet l'a bien montré, aussi bien l'impact de son projet sur la biodiversité, mais aussi sur le caractère social, en tout cas en rapport avec les communautés. Donc nous mettons en place au niveau de la banque, nous sommes en train d'implémenter une politique RSE également, qui nous permet, en rapport avec les partenaires, de travailler à implémenter toute une politique donc, de gouvernance environnementale et sociale donc, des financements. C'est un peu les quelques mots que je voulais partager parce que certains serrères sont en train de me regarder parce que voilà, le repas est déjà prêt. Donc voilà, Madame Seck, et encore présenter les excuses de M. Malindiaï, le DG de la Banque agricole, qui devait venir avec moi, mais bon, j'ai piloté tout le processus d'accréditation de la banque, mais comme souvent c'est les patrons qu'on invite, bon, voilà. Mais malheureusement, il a une commission d'audit et il m'a chargé donc de le représenter. Je vous remercie. Merci, Monsieur Djedjou. Donc, nous allons passer la parole à Monsieur Luis Castro Enriquez, président de l'AICEP. Merci. Merci beaucoup. Tout d'abord, laissez-moi saluer Son Excellence, mon grand ami, Monsieur Vítor Sereno, ambassadeur du Portugal,
ici au Sénégal, mais aussi M. Gonçalo Terenas, président de la Chambre de commerce et d'industrie portugaise au Sénégal. J'en profite aussi pour saluer, et vient d'arriver le directeur général du BOSS. Merci beaucoup d'être ici. Mais je salue aussi tout d'abord, et je crois que vous allez comprendre, tous ceux qui sont venus du Portugal, donc Pedro, toi et ton équipe, toutes les équipes qui sont ici, d'ICEP et de l'ambassade, mais surtout, et plus important, ceux qui sont ici en train de nous écouter et en train de suivre cet événement que je considère très important. Et je considère très important, et c'est pour ça que en fait ça a marqué ma première visite au Sénégal. Nous avons ouvert ici il y a 2 ans, monsieur l'ambassadeur, environ, mais malheureusement jusqu'à maintenant je n'avais pas eu une opportunité. Mais je dois admettre que c'était un vrai plaisir de découvrir votre pays. Enfin, j'étais ici seulement hier. Et j'ai finalement compris pourquoi vous êtes le pays de la teranga. Finalement, j'ai compris le mode de vie et donc je retiens ça et j'emmènerai ça de retour au Portugal. Merci beaucoup. Alors, comme vous devez l'imaginer, comme le programme est un peu en délai, ne vous en faites pas, mon intervention va être courte, seulement 1h30, et puis on pourra manger. Donc je vais l'accélérer et je vais passer directement au point que je considère le plus important. Tout d'abord, un grand message de support et de très bon travail, de félicitations, et je corporise ça ici chez monsieur l'ambassadeur. Ce n'est pas parce qu'il est mon ami, mais c'est parce que je suis de façon très proche tout ce qu'il fait, surtout en termes de diplomatie économique. Et si vous me permettez, et je crois que tout le monde sera d'accord, même si je suis aussi partie prenante et aussi intéressée dans la matière, car Thiago travaille avec toi dans l'équipe, mais je crois qu'ils ont fait un sacré travail ces 2 dernières années, et donc ils méritent un grand applaudissement. Un grand applaudissement. J'en profite aussi pour féliciter pour toutes les activités, pour le lancement de Unio, qui a été percusseur et innovatif et qui va permettre de faire beaucoup d'affaires, j'en suis sûr, entre les entreprises du Sénégal et du Portugal. Et donc, je souhaite qu'on continue le bon travail ici et je suis sûr que Victor, il ira aussi loin qu'on pourra. Donc j'en suis confiant. J'en profite aussi, et je suis sûr que monsieur l'ambassadeur va être d'accord avec moi, pour saluer votre ambassadrice qui vient d'arriver au Portugal, madame Fatoumata Bintou Correia, avec qui j'ai déjà réuni et qui m'a aussi beaucoup impressionné. Merci beaucoup à nos amis sénégalais pour avoir une représentation aussi importante au Portugal. Comme monsieur l'ambassadeur l'a dit, l'encadrement des relations bilatérales commerciales, de commerce extérieur entre le Sénégal et le Portugal, je crois qu'on peut dire que ça se passe bien. On a un taux de croissance quasi double digit, donc plus de 7% par an en moyenne. Mais honnêtement, et je crois que monsieur l'ambassadeur va être aussi d'accord avec moi, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Et on a beaucoup de chemin à faire. Et je crois qu'il y a beaucoup d'opportunités. C'est exactement ça, en fait, que je veux vous parler. Et je veux vous dire que, en fait, on a commencé en termes d'ICEP, d'agence, juste pour vous donner un petit encadrement, l'agence c'est un peu le one-stop shop des entreprises qui investissent et qui exportent au Portugal. C'est exactement comme l'APIX que j'ai connu hier et qui m'a très bien reçu, je vous remercie. Et donc, on connaît très bien tous ceux qui investissent au Portugal, mais on connaît aussi très bien tous ceux qui exportent et qui partent du Portugal pour aller plus loin, comme l'ISQ le fait ici maintenant, et très bien, je vous félicite pour ça, mais comme plus de 15 000 entreprises qui travaillent avec nous tous les jours, qui en fait mènent et lèvent le Portugal plus loin à travers ses exports. Saluer tout le monde à vos rang et qualité, pour ne pas être très long, mais vous dire que je suis particulièrement enthousiaste à l'idée de participer à cette conférence, surtout d'avoir l'honneur de clôturer en fait cet excellent travail qui a été fait depuis la matinée. J'aurais voulu être avec vous depuis ce matin, mais il se trouve qu'on prépare une visite économique, une tournée économique du président et
et qui aussi vient dans ma région, donc ça fait beaucoup de choses à la fois. Pour rappel, le président de la République a mis en place en 2014 ce qu'on appelle le plan Sénégal émergent. Donc, avant 2014, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Sénégal, nous avons une multitude de plans, on va dire des plans sectoriels. Et en 2014, le président de la République a mis en place ce qu'on appelle le plan Sénégal émergent, qui est la vision unique du Sénégal, le référentiel unique des politiques publiques au Sénégal. L'objectif était d'arriver à l'horizon 2035 à un pays dit émergent. Pour moi, au-delà de la croissance, quand on parle d'émergence, nous entendons aussi une population instruite et bien formée, une meilleure qualité de vie, la stabilité et la démocratie, la bonne gouvernance et l'aménagement dynamique et équilibré du territoire. C'est dans ce cadre que le bureau opérationnel du suivi du plan Sénégal émergent a été créé. L'objectif manifeste par le chef de l'État, c'était de mettre en place un dispositif qui crée une rupture dans la mise en œuvre des politiques publiques, qui est aujourd'hui la tour de contrôle de la mise en œuvre du plan Sénégal émergent et qui est chargé de coordonner, de suivre et d'évaluer l'ensemble des projets et réformes stratégiques du Sénégal et de rendre compte directement au président de la République. C'est une structure qui est rattachée directement au président, qui opérationnalise les projets phares, qui les suit, les évalue et qui pose des arbitrages au niveau du Conseil des ministres. J'avais beaucoup de choses à dire sur l'énergie, sur ce que nous avons fait depuis 2014, sur ce que nous voulons faire aussi. Mais je vais un peu changer le discours et résumer à la lumière du discours de notre président chargé des investissements portugais. Je pense qu'il a eu une bonne séance de travail avec vous. Mais je vais résumer rapidement ce discours. Le Sénégal a connu pendant un cycle quasiment de 6 ans une croissance jamais égalée en Afrique. Plus de 6%. Ça ne s'est jamais passé avant. Le Sénégal n'a jamais connu une croissance aussi longue, durable, pendant plus de 6 ans. Le Sénégal aussi est le seul pays, ou bien fait partie des rares pays qui ont su résister à la pandémie et qui ne sont pas en récession. Cela est suffisant pour expliquer les fondamentaux et les bonnes réussites du plan Sénégal émergent. Avec cette pandémie, le président de la République a mis en place ce qu'on appelle le PAP 2A. C'est le plan Sénégal émergent, le programme quinquennal révisé et accéléré, avec plus d'investissement, plus d'inclusion, avec d'autres paramètres certainement que l'APIX a dû vous expliquer. Le Sénégal vient de lever, il n'y a pas une semaine, un eurobond de plus de 508 milliards de francs CFA, qui témoigne de la confiance que le monde économique, que les acteurs économiques ont à ce pays. Le Sénégal va produire dans les années à venir du gaz et du pétrole. Nous avons une population à 75% qui a moins de 30 ans ou 35 ans, 34 ans, 75%. Nous avons un pays stable, une démocratie respectée et respectable. Et je suis heureux aujourd'hui de constater que le Portugal, avec qui nous entretenons de très bonnes relations, a cette agressivité vis-à-vis du Sénégal. Ce qu'il faut dire, c'est que la concurrence est rude dans ce pays. La concurrence est rude, les enjeux sont importants. Il ne s'agira pas pour le Portugal de venir faire des conférences, faire des discours dans un endroit qui est agréable, surtout au mois de juin. Ce ne sera pas suffisant pour le Portugal pour avoir une place de choix dans l'économie sénégalaise. Il faut plus d'agressivité
il faut plus de discussion, il faut aller à la rencontre du secteur privé. Il ne faut pas s'arrêter à l'APIX ou au boss. Il faut aller voir les travailleurs, il faut aller voir les ouvriers, les chefs d'entreprise. Il faut aller dans le Sénégal, les profondeurs, où se passent les agropoles, où se passe l'agribusiness, les petits cultivateurs, les petits pêcheurs. C'est comme ça qu'on construit une chaîne de confiance pour installer durablement l'économie portugaise, les investisseurs portugais au Sénégal. Il y a beaucoup de concurrence. Et souvent, les conditions proposées par nos démocraties européennes ne peuvent pas très souvent être les meilleures offres. Parce que beaucoup de conditionnalités, beaucoup de réglementation. Il faut plus de souplesse aussi dans les relations commerciales. J'ai eu l'occasion de le dire à votre collègue de la France, mais... Un autre point important que je voudrais soulever, c'est la question environnementale. Le Sénégal aujourd'hui attache une importance capitale aux questions environnementales. Il est important que dans les projets aussi que vous menez au Sénégal, qu'une importance soit accordée à ce point. Et c'est la raison pour laquelle le BOSS va structurer cette année ce qu'on appelle le PSE vert. À l'image de ce que nous avons fait pour les agropoles sud et centre, nous allons aussi structurer le PSE vert. Il est important que votre pays aussi s'intéresse aux projets qui sont dans cette économie verte, qui vont aujourd'hui aussi conditionner beaucoup de nos enjeux. Le Sénégal le BOSS va aussi structurer ce qu'on appelle le hub minier régional. On va mettre en place un écosystème global d'assistance à l'ensemble des métiers miniers. Il est important aussi que vous puissiez vous y intéresser. Bon, je n'ai pas entendu parler du programme d'habitat parce que le Portugal aussi est réputé comme un pays qui est très fort en matière d'habitat, de l'écosystème de la construction. Le projet phare au Sénégal aujourd'hui, c'est le programme 100 000 logements. Il est important aussi de vous intéresser à ce que nous voulons faire dans ce domaine-là. Voilà un peu les mots. Je n'ai pas voulu faire de discours parce qu'en fin de 14 heures, les gens n'écoutent pas souvent les discours. Mais essayer de résumer un peu ce que je pense. En fait, dire que nous sommes très contents et très fiers de ce que vous avez voulu faire, ce que vous faites aujourd'hui au Sénégal. Je peux faire le même témoignage que vous sur l'ambassadeur qui, depuis qu'il est là, et bon, depuis qu'il est là, il a fait déjà beaucoup de choses pour l'Europe maintenant déjà, mais pas seulement pour le Portugal, parce qu'aujourd'hui, il ne parle pas à son nom seulement. Il parle aussi au nom de l'Europe. Il fait un excellent boulot. Notre ami Thiago, qui est aussi très dynamique, qui est devenu plus sénégalais que moi maintenant, qui est dans beaucoup de dossiers. Et vous dire que le Sénégal vous souhaite la bienvenue. Le Sénégal souhaite renforcer sa coopération avec le Portugal. Il est important toutefois de changer beaucoup de paradigmes. Dans cette période de post-pandémie, les économies sont en souffrance. Nous voulons aller vite. Il faut rattraper le temps perdu. Il faut plus d'agressivité, plus de souplesse. Et vous aurez à vos côtés l'APIX, le BOSS, pour vous appuyer. Le BOSS aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est un peu la structure qui permet à l'ensemble des investisseurs d'aller vite. C'est-à-dire, vous avez un problème avec l'APIX. Des fois, ils peuvent, vous venez nous voir, on dit au président, bon, l'APIX ne fait pas le travail. Le ministère de l'Énergie, pareil, vous signez un contrat, ça ne passe pas, on va voir au président directement. Chaque conseil des ministres, on les informe. Sans être la police, on est un peu, je dirais, cette tour de contrôle qui permet que les choses aillent vite, qui permettent au ministère des Finances de débloquer les fonds, qui permettent au ministère de l'Environnement de sortir les attestations, qui permet à l'APIX de signer les contrats, qui permet à l'ensemble des acteurs d'être focus, parce que nous n'avons pas le temps aussi. Et le BOSS aujourd'hui dispose d'un seul instrument. C'est le seul instrument qui quitte les bureaux du BOSS pour aller sur la table du conseil sans censure. Et nous disons directement, nous communiquons directement au président l'état d'avancement global de l'ensemble des projets. Et chaque semaine, le président signe au moins une dizaine de courriers d'instruction pour demander à des ministres ou à des directeurs
d'aller vite, de faire le travail sur la base des conclusions du BOSS. Donc, toutes les entreprises portugaises peuvent compter sur le BOSS pour les accompagner dans ce travail. Je vous remercie et je déclare clos cette session.